Et nous commençons comme tous les vendredis avec l'Art à la Une, le rendez-vous dédié aux actualités du monde de l'art, semaine après semaine, proposé par Sybille Aoudjan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. Bonjour Sybille. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine, ravi de vous retrouver. Moi aussi. Alors qu'est-ce qui s'est passé dans le monde de l'art cette semaine, Sybille ? Alors je pense que personne n'a raté cette actualité, mais qui marque aussi le monde de l'art, c'est le décès bien sûr de la reine Elisabeth II. Et bien The Art Newspaper en consacre un grand papier, car la reine Elisabeth II était bien sûr monarque du Royaume-Uni, mais aussi propriétaire fiduciaire de l'une des plus grandes collections d'art dans le monde. 7600 peintures, 2000 miniatures, 500 000 gravures et dessins. Et là, je passe aussi le mobilier, les joyaux, les armures, etc. Eh bien sûr, c'est The Royal Collection qui est un héritage de plusieurs siècles de monarques collectionneurs, depuis bien sûr la restauration de la monarchie en 1660. Alors cette collection a un statut particulier. La collection royale est détenue en fiducie par la reine en tant que souveraine pour ses successeurs et la nation, mais elle ne lui appartient pas en tant que particulier. Alors, durant le règne de la reine Elisabeth II, il n'y a pas eu d'acquisition majeure, mais elle a surtout œuvré pour la démocratisation, l'accès au public, à la conservation de cette collection et son inventaire. Plusieurs dates sont marquantes. En 1962, il y a eu la Queen's Gallery qui a été construite. Les œuvres de cette collection sont donc ouvertes à tous selon les thématiques des expositions qui sont proposées. Il y a eu aussi un incendie au château de Windsor en 92, ce qui a fait que la famille royale qui gérait directement la collection, finalement, c'est désormais un trust caritatif qui gère la conservation et le financement de cette collection grâce à des revenus générés par la visite des palais royaux. Et enfin, bien sûr, le Covid a beaucoup bousculé la vie de cette collection. Les visites se sont passées de plus de 3 millions de personnes à 150 000 visiteurs. Et les recettes sont descendues de 72 millions de livres à 7 millions de livres, ce qui fait à peu près 8 millions d'euros. Enfin, depuis 2021, le président des fiduciaires est Sir James Late Pemberton. Et donc on imagine mécaniquement que même si la reine n'était pas propriétaire de la collection, le futur l'héritier, Charles III est à la tête de cette collection, même si c'est donc le président des fiduciaires qui gère tout ça. Autre actualité de cette semaine dans le monde de l'art, Sybille, le MoMA de New York qui reçoit une nouvelle dotation. Exactement, le musée d'art moderne est désormais bénéficiaire d'une nouvelle dotation majeure, celle de la collection créée par le Maya des médias et fondateur de CBS, William Paley. Après sa mort, dans le début des années 90, William Paley a soumis son legs à plusieurs conditions. D'abord, il prévoyait que ces 81 œuvres soient placées sous la tutelle du MoMA. Et ensuite, cela devait répondre à une condition que le MoMA trouve une manière d'utiliser les œuvres pour en faire profiter le public et l'institution. Et alors, Sybille, quelle solution a été trouvée ? Dites-nous. Et donc, le MoMA et la Fondation William Paley ont trouvé une solution, créer un fonds de dotation destiné aux médias numériques et à la technologie. Ce sont les thématiques qui ont été choisies. Le fonds sera généré par la vente de 29 œuvres appartenant à cette fondation. Cette vente aura lieu chez Sotheby's en automne 2022 et on retrouve des Pablo Picasso, un Francis Bacon, un Auguste Rodin, et cela devrait apporter 70 millions de dollars aux enchères réalisées à New York et à Londres. On enchaîne avec les actualités dans le monde de l'art. Sybille, le palmarès du Premium Impérial a été dévoilé. Oui, alors c'était hier le 15 septembre, les noms des lauréats ont été dévoilés en peinture. On a Giulio Paolini qui a été récompensé, souvent associé à tort selon le comité à l'Arte Povera. Ce sont des œuvres qui ont été créées pour amener le spectateur à s'interroger sur ce qu'il voit. Ces œuvres questionnent la nature même de l'art et le rôle de l'artiste. Et puis en sculpture, le très connu Ai Weiwei a été récompensé, activiste et cinéaste aussi chinois, l'une des personnalités culturelles les plus influentes aujourd'hui. Et enfin, 3 autres catégories ont été récompensées. L'agence Sana pour l'architecture qui a œuvré pour le Louvre-Lens, en musique Christian Zimmermann et en cinéma Wim Wenders a été récompensé. Chaque lauréat reçoit en dotation 100 000 euros, 15 millions de yens, et la cérémonie aura lieu le 19 octobre à Tokyo.
Merci beaucoup Sybille pour les actualités du monde de l'art cette semaine. Et nous avons le plaisir de recevoir ensemble dans l'art à la une Pierre Guigourez, le cofondateur d'Exclusible, mais aussi cofondateur de la NFT Factory. Bonjour Pierre Guigourez. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Alors on va évoquer ensemble le principe même de création d'un NFT, que ce soit dans le monde de l'art ou dans le monde du luxe, là où effectivement vous avez une partie de votre activité. Ce qu'on trouvait intéressant de comprendre avant d'aller un peu plus dans le mécanisme même des NFT, c'est ce système de royalties qu'on peut voir dans les NFT. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne? C'est un peu différent du monde traditionnel, c'est-à-dire que des royalties peuvent être associées à un NFT tout au long de la vie de l'œuvre et même si elle passe par diverses mains différentes. Absolument. C'est une innovation majeure qui est permise par la blockchain et donc les NFT en sont porteurs. C'est quoi la blockchain? Il faut peut-être revenir. Bien sûr, oui. C'est finalement une grande base de données, un grand livre comptable dans lequel sont inscrites toutes les transactions qui ont jamais eu lieu sur une blockchain. Et donc, grâce à ça, on peut savoir, n'importe qui peut savoir, c'est complètement transparent, qui a acheté tel NFT, à quelle personne, à quel prix, etc. Bien sûr. Ouais. C'est évidemment une information qu'on n'a pas dans le marché de l'art normal. Alors, il y a beaucoup de recherches, etc. Voilà, exactement. Beaucoup de transactions ne sont pas connues. Là, tout se sait. Et donc, par définition, tout peut donc éventuellement être l'objet d'une royalties si ces règles sont inscrites dans la blockchain. C'est ce qu'on appelle les smart contracts. Ils peuvent permettre d'inscrire ce type de règles. Les marketplaces, donc les endroits où on négocie les NFT, vont respecter généralement, pour la plupart d'entre elles, respecter ces règles de royalties et donc permettre, lorsqu'il y a une transaction sur ce qu'on appelle le marché secondaire, c'est-à-dire non pas entre l'artiste ou le créateur ou la marque, peu importe, et le premier acheteur, mais entre ce premier acheteur et un deuxième acheteur, etc. C'est à ce moment-là, dans une transaction dans laquelle la marque ou le créateur n'est pas partie à la Bien sûr, oui. qu'il va quand même être capable de capturer une petite partie de la valeur qui a été créée, de la valeur d'échange qui a été instaurée entre ces deux. Parce que comme on est capable de tracer, on considère qu'à chaque fois, il y a une sorte de... Oui, effectivement, un droit qui est associé au créateur du NFT. Exactement, exactement. Et ce droit est donc respecté par les parties à cette transaction qui, sans avoir rien à faire d'ailleurs, c'est les plateformes, les marketplaces qui vont automatiquement rediriger les 5, 10%, parfois un peu plus, parfois un peu moins, qui correspondent à la royalties, vont les renvoyer vers le wallet de l'artiste ou du créateur ou de la marque. Et justement, ces royalties, est-ce que c'est d'emblée mis dans le smart contract? Est-ce que ce sont des pourcentages qui sont fixes par rapport à différents artistes? Oui, alors en fait, les pourcentages varient. Les pourcentages varient, c'est de quel ordre d'habitude? Sont à discrétion. Généralement, on a rarement des royalties au-dessus de 10%. Certaines plateformes l'autorisent. La plus grande majorité des plateformes, disons, ou les plus grosses, type OpenSea par exemple, les fixe à 10%. Et s'arroge par-dessus ça des frais, une commission en tant que plateforme. Donc c'est assez rare d'en voir au-dessus de 10%. Et ensuite c'est fixé parfois par le smart contract, mais c'est généralement aussi tout simplement fixé par quiconque possède le contrôle de ce smart contract dans l'interface de paramétrage de la plateforme de marketplace. Et donc ça va être possible désormais pour un artiste de créer un réel business autour de ces NFT, presque une marque pour lui en fait. Absolument, absolument. Ça change vraiment les règles du jeu pour les artistes et pour les créateurs, qui effectivement, avant cette invention du moins, n'étaient pas en mesure de profiter d'une appréciation de valeur de leur œuvre, sauf en produire d'autres ou sauf en avoir conservé. Là maintenant, avec le NFT, et surtout les règles de royalties, un artiste peut créer une collection jour 1, 2, 3 ans après, voir sa cote s'apprécier et bénéficier d'un complément de revenu, disons, qui viendrait de cette œuvre qui a été créée il y a 2, 3, 4 ans, 5 ans, 10 ans. Et sans que ces royalties augmentent si sa cote augmente? Alors les royalties sont un pourcentage sur le prix de vente. Donc si le prix de vente va être une fonction de l'appréciation de l'artiste, donc il va effectivement voir une appréciation de ces flux de royalties a priori. D'accord. Et pour les marques alors, est-ce que en tant que marque, on va avoir intérêt de créer ses propres NFT pour justement avoir un suivi des visuels qu'on va vendre ensuite? Alors, effectivement, si une marque décide pour des raisons stratégiques, commerciales, marketing, etc., de lancer une collection de NFT... Mais déjà, pourquoi on lance une collection de NFT quand on est une marque? Oui, effectivement, bonne question. Et au-delà du côté communication qu'on imagine assez bien, mais pourquoi est-ce qu'on le fait sinon? Oui, il y a plusieurs effectivement raisons et elles sont pas exclusives, disons. C'est souvent un ensemble de raisons stratégiques qui poussent une marque à vouloir lancer, notamment les marques du luxe, à lancer une collection de NFT. On va généralement avoir la question de l'acquisition d'une clientèle. Aujourd'hui, les possesseurs de NFT, les personnes qui sont présentes sur ces marchés d'NFT,
correspondent à une certaine démographie. Voilà, on est sur une population plutôt jeune, plutôt à l'aise dans les technologies, à l'aise avec les cryptos a priori, Oui. plutôt masculine. Voilà, c'est un portrait robot, évidemment, il y a bien des exceptions, mais pour une marque, ça peut avoir un sens d'aller proactivement vers cette population-là, s'y exposer, et donc j'ai créé une collection de NFT pour créer une connexion, un premier engagement avec cette démographie. Ça, c'est une première raison. Il y a une deuxième raison qui, effectivement, va être de l'ordre de la communication, du marketing, d'une association de son nom de marque au Web3, qui est un phénomène de mode. Donc, c'est un petit peu ce que vous évoquiez juste avant. Et puis, je dirais qu'il y a une troisième raison aussi, qui est beaucoup plus prosaïque, qui est simplement la génération de revenus, la production de revenus. Si on vend des NFT, voilà, c'est ce qu'on appelait le marché primaire tout à l'heure, en complément des royalties. C'est la première vente entre cette marque et le premier acheteur, va évidemment générer des revenus pour la marque. Mais quel type de marque? Parce que là, par exemple, vous évoquez l'exemple de marques du luxe, donc des marques dont on imagine que les chiffres d'affaires sont déjà assez conséquents. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir un chiffre d'affaires complémentaire en lien avec les NFT? Est-ce que ça permet de vendre des choses qu'on n'aurait pas vendues autrement? Oui, alors je pense qu'effectivement, c'est la réflexion de ces marques-là, elle n'est pas forcément de se dire, bon, mon activité classique de vente de produits physiques me suffit, je n'ai pas forcément besoin. Je pense que bon, déjà, évidemment, un surcroît de chiffre d'affaires. Oui, aucun chef d'entreprise ne dit non, ça c'est sûr. Exactement. Et puis, il y a surtout ce côté préparer l'avenir. Préparer l'avenir, le Web3 est une évolution majeure. On en est encore au balbutiement, mais c'est évidemment un train que les marques ne voudront pas louper. Elles ont clairement un mandat de leur direction générale ou de leurs actionnaires d'être présents sur ce créneau, de ne pas le rater, comme elles ont pu parfois rater le train du e-commerce à une certaine époque ou des réseaux sociaux. Donc, au-delà du chiffre d'affaires, il y a aussi un impératif stratégique d'être présent sur le créneau des NFT et du Web3. Est-ce que le NFT créé par la marque aura lui-même une valeur marchande, ou alors c'est vraiment quelque chose qui est donné à une communauté, et dans ce cas-là, ça ne va jamais aller sur une plateforme d'échange, par exemple? En fait, on peut vraiment avoir les deux. C'est ça qui est intéressant, c'est que le NFT est un outil, c'est une brique. On peut vraiment en faire beaucoup, beaucoup de choses. Et donc, certaines marques, effectivement, vont sur de la vente de NFT, donc avec tout ce qu'on s'est dit précédemment, les royalties, etc. Bien sûr. Ouais. Et puis, on peut être aussi sur des cas, on l'a vu, et on en verra, je pense, de plus en plus, des cas d'usage gratuit, où c'est un don de la marque à certaines personnes. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que la marque peut choisir qui possédera ces NFT. Est-ce que c'est ses clients actuels? Est-ce que c'est des personnes qui ne sont pas clients, mais qui sont certaines personnes du Web3? Par exemple, on évoquait les communautés. Des personnes qui possèdent telle autre collection de NFT qui serait désirable, disons, et donc dont les possesseurs sont intéressants comme futurs clients pour la marque. Ça peut être stratégique d'aller leur offrir des NFT. Et ces NFT offerts peuvent néanmoins être échangés sur des plateformes. Ils peuvent avoir une valeur financière si on la leur attribue, quoi. Il suffit de vraiment d'aller sur OpenSea, de dire ce NFT, je l'ai eu gratuitement, mais ça ne m'intéresse pas, j'en ai pas l'intérêt, je le mets en vente au prix de temps, et il peut générer des royalties au même titre qu'un NFT payant. Parce que vous allez travailler le visuel quand même en main dans la main avec la marque pour donner une identité assez forte. Oui, absolument. Le NFT, aujourd'hui, on l'a dit, c'est une inscription dans la blockchain, mais ce qu'on en voit, la surface émerger, c'est effectivement le graphisme. Le visuel, bien sûr. Le visuel, l'image. Parfois, c'est des vidéos, des objets 3D. On peut être là aussi très imaginatif sur ce qu'on représente. D'ailleurs, ce qu'on a en tête aujourd'hui, les plus connus sont généralement issus de studios de design ou de gaming qui, effectivement, avaient cette capacité à créer à grande échelle des designs. Absolument, oui. Toutes les capacités de création 3D, tous les studios créatifs 3D sont pour beaucoup... étendu leur activité, justement, au NFT pour servir cette demande de création de nouvelles collections. Et vous parlez de différentes collections de NFT, ça veut dire qu'on va pouvoir faire, pour une marque, différentes collections de NFT pour cibler encore différentes sous-communautés Oui, absolument. Alors, soit pour des objectifs de ciblage, soit parce qu'on veut, utiliser la plateforme de marque dans toute son ampleur. Une marque a plusieurs messages à faire passer, a plusieurs cibles, a plusieurs facettes de sa entre guillemets, personnalité qu'elle va pouvoir exposer via ses différentes collections. Puis il y a aussi une notion temporelle. Une marque lance une collection à un instant T. C'est la fameuse notion des printemps-été, automne-hiver. La marque évolue, la mode évolue, et donc voilà, c'est pour ça qu'il faut s'attendre à avoir toujours cette succession de collections si une marque est effectivement bien engagée dans la durée dans le Web3. On pourrait imaginer, il reste quelques secondes, des primes salariées en NFT demain?
Avec une valorisation qui pourrait Ça serait intéressant. s'apprécier avec le temps. Non, ça n'existe pas du tout aujourd'hui, ça. À ma connaissance, ça n'existe pas. Mais c'est possible que j'en ai pas la connaissance. Mais oui, je pense que ça pourrait être un cas d'usage. En tout cas, c'est envisageable. Bon, voilà, c'est une idée comme ça. Merci beaucoup, Pierre Guigourez, donc d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes le cofondateur d'Exclusible. Merci également Sybilla Oudjan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. Merci à vous de nous avoir suivis et on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.